Bon, donc Didier Folus, à vous la parole. Bon, ben merci, puisque j'ai la parole. Donc, on est ici sur un sujet qui, en 12 minutes, doit faire le point sur, sans parler du débat qui suivra, Maximum. maximum en plus, sur vieillissement et mouvement de capitaux. Hein, si je me cale sur le titre qui a été donné, je crois, à la session. Donc, ayant commis, dans le cadre de la chaire, un travail fin 2011 sur un sujet très connexe, évidemment, j'ai repris un certain nombre des éléments précédents. Donc, je vous propose en 10-12 minutes de passer en revue rapidement quelques points, et puis après, peut-être qu'effectivement, il y aura des éléments à débattre. Alors, le but pour moi ici, ce serait d'arriver à poser une ou deux questions, d'examiner un ou deux biais caractéristiques des investissements ou des investisseurs de long terme, et en particulier celui d'ordre réglementaire d'un côté et celui concernant un sujet très tendance, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire la recherche d'un actif sûr, qu'à une époque on appelait un actif sans risque, qu'on dit aujourd'hui actif safe, pour faire de l'anglicisme. Mais bon, voilà un sujet qui m'intéresse déjà et je crois qu'il intéresse globalement les sociétés entre guillemets vieillissantes. Donc l'idée, c'est de partir un petit peu des données telles qu'elles sont, c'est-à-dire de regarder les grandes zones économiques du monde en termes d'épargne et d'investissement, donc d'un point de vue évidemment très macro. Et vous avez là donc des données qui globalement pour le monde nous disent qu'on est dans un monde où l'investissement mondial, global plus exactement pour prendre le terme précis, est plutôt à la hausse avec un vieillissement modéré. Ceci étant, ça c'est extrêmement global. Si on regarde des grandes zones économiques en découpant, ne serait-ce qu'en deux camps, les industrialisés d'un côté et les pays émergents ou en développement de l'autre, du côté des pays industriels, vous avez des situations où épargne et investissement sont en chute sensible. En les exprimant en pourcentage du PIB mondial, c'est ce qui est représenté ici sur l'échelle de droite. Vous voyez qu'en pourcentage du PIB mondial, épargne et investissement, pour nous, on va dire les riches vieux ou les vieux riches, c'est plus tellement aussi important que ça ne fut. Alors que quand on jette un coup d'œil et corollaire de ça, on a une société qui vieillit relativement rapidement, entre guillemets. Alors vous avez des petites courbes en pointillés vert, rouge et violet en haut. Par exemple, la violette qui est tout à fait en haut, c'est, si vous voulez, la part des personnes de plus de 65 ans dans la population des 15-64, donc on va dire des actifs en étant un petit peu étendus. Et vous voyez que la courbe, la droite, c'est quasiment une droite, monte assez fortement sur un nombre d'années assez petit, une dizaine d'années. En pourcentage de variation, c'est assez impressionnant. Si on regarde le même genre de données pour des pays émergents en développement, appelez-les comme vous voulez, au sens très large. Donc là-dedans, vous avez des Chinois, des Russes, des Brésiliens, donc c'est très varié. Vous avez des données qui ont évidemment une tête assez différente. C'est-à-dire que épargne et investissement, chez eux, c'est un poids de plus en plus important, exprimé par rapport au PIB mondial. Et le vieillissement, oui, existe aussi, mais la pente n'est pas du tout la même que chez nous. Et puis ce ne sont pas les mêmes tranches de population qui vieillissent non plus. Donc voilà à peu près le contexte général. Alors ensuite, on peut, avant d'aller s'intéresser aux investisseurs de long terme et à des biais caractéristiques pour eux, regarder ce que peuvent être des données prévisionnelles. Et donc on est allé regarder avec mon acolyte Dominique Namur, qui n'est pas là aujourd'hui, quelques modèles économiques assez connus, d'ailleurs désormais classiques, même s'ils ne sont pas très anciens, qui essaient de faire des projections à très long terme, 2050, 2060, 2080, à partir de modèles d'équilibre, de modèles économiques d'équilibre, et toute la technique qui va derrière, bien entendu. Alors, à titre d'exemple, vous avez ici un petit graphique qui est en fait une simulation, horizon 2050, qui est extraite d'un modèle qui s'appelle Ingenu, et que certains d'entre vous connaissent évidemment bien, d'autres pas. Bon, ça dépend des horizons de chacun, donc qui est un modèle CEPI, c'est Prémap au FCE, originellement en tout cas, et qui nous propose toute une série d'anticipations. Alors, ce graphique-là, par exemple, montre, si vous voulez, l'évolution anticipée d'après le modèle des masses d'épargnants à venir, c'est-à-dire plutôt des épargnants à fort taux d'épargne. Et puisque je veux en venir aux investisseurs de long terme, évidemment, ces masses-là m'intéressent. Évidemment, la croissance ne se fait pas au même rythme partout et n'atteint pas un pic au même moment partout, ça paraît évident.
Dans la série des évolutions à long terme, un des intervenants précédents m'a un peu mangé la laine sur le dos, si j'ose dire, parce que il a parlé effectivement du lien entre, on va dire, le prix des actifs financiers et le vieillissement finalement. Et ce lien-là, effectivement, il y a toute une série de papiers qui, depuis quelques années, travaillent dessus. Donc j'en ai listé 2-3 ici parmi les choses récentes connues, mais il y en a d'autres, évidemment, ce ne sont pas les seuls. Et donc les deux graphiques qui sont ici, c'est effectivement, ça confirme très bien ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que celui qui est à gauche, par exemple, c'est un lien purement constaté, si vous voulez, entre un ratio représentatif du vieillissement de la population, donc ici le MO, c'est le middle to old, c'est-à-dire en gros la tranche des âges moyens d'une population sur les plus anciens, disons-le comme ça, et ça c'est un ratio qui se lit sur l'échelle de droite, donc quand il descend, ça veut dire que la population est en train de vieillir. Et quand il monte évidemment en sens inverse. Et puis la courbe en rouge, PE, donc le price earnings, c'est-à-dire tout simplement le rapport entre un cours boursier et les bénéfices par action d'une entreprise. Donc c'est une fonction croissante du prix des actions. Et donc ça donnerait l'idée que effectivement le prix des actions aurait une tendance de long terme qui serait guidée par l'âge des populations. Alors l'argument qui est derrière, c'est de dire il y aurait des phases d'accumulation, désaccumulation. En gros, ce qui était un petit peu dit tout à l'heure, vous avez des gens qui épargnent pour acquérir un logement plus tard et qui désaccumulent leur épargne pour payer le logement, enfin quelque chose de cet ordre-là. Bon. Du côté droit, c'est un peu le même genre d'idée pour les marchés obligataires, pour les titres obligataires. Alors là, le rapport de vieillissement, qui se lit toujours sur l'échelle de droite, est inversé par rapport au précédent. Et les courbes en couleur au milieu qui sont superposées, ce sont les taux de rendement obligataires pour différentes échéances des obligations publiques à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bon, de toute façon, le sens de variation, lui, ne change pas vraiment. Donc, à la limite, le détail, pour nous, n'est pas tellement intéressant ici. Donc, dans ce contexte où on a à la fois des données, disons, des projections macro sur des grands agrégats économiques et puis des constats qui donne l'impression que, en tendance, on a un déterminant important du prix des actifs. J'ai proposé que nous interrogions un tout petit peu sur, effectivement, ces investisseurs de long terme et puis quelques biais, alors ici seulement 2, évidemment, caractéristiques de leur problématique. Alors déjà pour recenser qui sont les investisseurs de long terme, je suis allé chercher des données chez un banquier central parce qu'ils peuvent au moins nous servir à ça, et ils le font d'ailleurs, produire des données pour nous académiques, bien entendu. Donc ils produisent effectivement beaucoup de données de bonne qualité et de façon récurrente, naturellement, et donc ici ce sont des données qui sont issues de la Banque Centrale Européenne, elles ont une année exactement d'ailleurs, puisqu'elles s'arrêtent à juin 2011, celle-là. En gros l'idée c'était d'aller regarder quelles sont les grandes catégories d'agents économiques qui détiennent des actifs longs. Alors actifs longs, on va être très simple finalement, ce sont des obligations et des actions et des obligations qui ont une maturité de l'ordre de minimum, 2 ans, quelque chose comme ça, et jusqu'à des dizaines d'années. Et donc en gras ici, vous avez les acteurs, en gras en horizontal, vous avez ces actifs de long terme, alors que ce soit des obligations, des actions ou des provisions mathématiques de contrats d'assurance vie qui sont eux-mêmes composés en grande partie de ces actifs longs. Et en vertical, vous avez les catégories d'agents économiques. Ça permet de voir que, les petits pourcentages qu'on a calculés en bas, ceux qui détiennent les actifs longs plus que les autres, en proportion de leurs avoirs, de leur patrimoine, ce sont les ménages. Première colonne, 61%, et ce sont les entreprises d'assurance, et en particulier bien sûr l'assurance vie et les fonds de pension, pour prendre un terme très très générique, qui inclut la notion de caisse de retraite, voilà. Bon, évidemment, c'est pas un scoop, ça permet simplement d'avoir des données sous les yeux. Et quand on s'intéresse à quel serait l'intérêt de ces investisseurs de long terme, si on regarde sur une centaine d'années des données qui indiquent le comportement des principaux actifs financiers, alors on va dire obligations, actions, l'intérêt bien compris de cette épargne, qui est évidemment massive et très collective, tout en étant individuelle, ce serait d'investir massivement en actions. Et c'est une préconisation tout simplement parce que le taux de rentabilité, on va dire, périodique des actions sur une très très longue période surpasse très largement celui des titres obligataires. Ça non plus, c'est pas un scoop. Si on nommait d'ailleurs, soit dit en passant, les 10 dernières années, mais passons là-dessus, 10 ans à horizon de nos projections, c'est pas grand-chose. Ceci étant, dans la vraie vie, ça peut être quelque chose d'important. Une question, alors,
Si on s'intéresse simplement à ça, évidemment, on aurait envie de dire qu'il faut qu'il y ait une grande part d'action dans les portefeuilles, effectivement. La question du risque se pose à l'évidence. Et il existe toute une série d'analyses, de travaux, si vous voulez, depuis déjà des années. J'en ai cité un ici qui a été célèbre, Campbell et Viscera, mais c'est vraiment pas le seul, qui essaie de faire le point sur l'impact de l'horizon de détention d'un portefeuille sur son niveau de risque. Et il semble assez classique aujourd'hui de considérer qu'il y a un effet mean reverting sur les actions, c'est-à-dire qu'effectivement, par période, les actions, ça peut connaître des décrues de 10, 20, 30, pourquoi pas 40 ans, c'est du déjà vu. Donc là, on en est à 10 ans, espérons qu'on n'ira pas jusqu'à 40, mais encore 2 minutes, merci. Et donc l'idée, ce serait de dire, ça conforte la place des actions dans les portefeuilles, puisqu'effectivement, la rentabilité plaide en faveur de ces actions, leur risque relatif à l'horizon de détention long plus petit plaide en leur faveur également, et pourtant, quand on regarde vraiment les portefeuilles, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y ait des masses absolument considérables d'actions à l'intérieur. Alors, à titre d'exemple et d'illustration, 1 minute 30, j'ai pris ici le cas des compositions de portefeuille des assureurs européens, donc à droite, et des fonds de pension à prestations déterminées à gauche. Et quand on regarde effectivement les proportions d'actions des deux côtés, chez les assureurs, il y a beaucoup moins d'actions en proportion, en pourcentage. Prenez les assureurs français, le rapport de la FFSA est sorti hier ou avant-hier, enfin il est vraiment très récent. Il y a officiellement, d'après l'association professionnelle, FFSA GEMA, 17% d'actions dans les portefeuilles. C'est ce que disent les professionnels eux-mêmes. Après on peut discuter s'il y en a un peu plus, un peu moins, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer compte tenu de la longueur des échéances de ces portefeuilles. Alors évidemment, dans les biais, 2 biais qu'on peut identifier, il y en a beaucoup plus que 2 en réalité, mais 2 que je vais poser ici en 1 minute. Le premier est d'ordre réglementaire. Alors, illustration de ça, eh bien, vous savez peut-être que, enfin il y a forcément des gens qui savent ça, c'est que les assureurs vont être soumis dans... théoriquement 1 an et demi, mais la date a déjà été repoussée une fois, à un corpus de règles prudentielles, donc appelé Solvency II, qui prévoit d'imposer pour toute détention d'actions et d'actifs longs plus généralement une quantité minimale de fonds propres, assez considérable. Là, vous avez, par exemple, pour les actions, donc equity, on imposerait à l'assureur, pour chaque euro investi en actions, d'avoir 40 centimes de fonds propres. Ce qui est évidemment très lourd et décourage donc l'investissement en actions, ce qui va a priori à l'encontre de l'intérêt social de l'épargne, l'intérêt de la société des épargnants, c'est-à-dire nous tous, a priori. Et deuxième élément du biais, et il me reste 30 secondes pour conclure, je sais, c'est que cette réglementation est en grande partie inspirée par le recours, ou la référence en tout cas explicite, à des notations qui viennent d'experts, contre lesquels évidemment je n'ai rien, c'est pas mon sujet ici, c'est-à-dire les notes AAA, AA, simple A, etc., qui peuvent être attribuées à différents actifs, et en particulier aux actifs obligataires, qui sont eux-mêmes la très grande majorité des portefeuilles, sauf que l'histoire récente, 2007-2011, nous montre que, nous enseigne que, après un peu de calcul, eh bien, un AAA d'aujourd'hui, 2011-2012, c'est un risque de défaut estimé à 1,2-1,3%. Le même AAA, il y a 4 ans, c'était un risque de défaut estimé à 10 fois moins. Et pourtant, on se réfère au même AAA. Nos régulateurs ont les yeux rivés sur les mêmes notes. Donc ça pose quand même des questions. Et lié à ça directement, il y a la question de l'actif anciennement sans risque, qu'on appelle plutôt actif sûr aujourd'hui, et encore, qu'est-ce que c'est un actif sûr? Je ne sais pas très bien. À titre d'illustration, très très simplement ici, les spreads obligataires publics en zone euro, enfin quelques, on va dire, acteurs de la zone euro ici, et on voit évidemment qu'en relatif, entre l'État allemand emprunteur, ou même, allez, soyons gentils, l'État français emprunteur et puis l'État portugais ou irlandais, c'est pas du tout la même histoire, très clairement. Ça veut dire que, dans l'autre sens, pour l'investisseur de long terme, c'est pas non plus du tout la même histoire. Et donc, ce que je peux faire ici, c'est conclure en ouvrant le débat et puis peut-être en passant, en cédant la parole à mes discutants. Merci beaucoup. Donc, quel impact de la démographie de vieillissement sur les actifs à long terme et donc sur les stratégies d'allocation? Donc, le point de vue d'un gérant praticien, caisse des dépôts, donc qui investit à long terme. En ce moment, le long terme, en ce qui me concerne, c'est les Master of Understanding de l'Espagne. C'est du court terme et ça nous fait dire par contre très très vite. Alors, bon,
on n'a pas suivi exactement ce que j'avais pris le temps de lire. Alors, d'une part, sur l'allocation actions contre-obligataires. Oui, sur le long terme, les actions ont tendance à payer. Aux États-Unis, où la détention des actions dans les portefeuilles est largement supérieure à ce qu'on a en Europe. Donc aux États-Unis, les États-Unis, c'est un monde à part en tant que, quand on voit ça des yeux d'un asset manager, c'est un monde à part. Ils ont alors une aversion pour le risque qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît en Europe. Il suffit de penser à leur taux d'épargne, qui est historiquement largement en dessous de ce qu'on a en France. En ce moment, le taux d'épargne aux États-Unis, c'est 3. En France, on est à 16, 17, enfin, c'est pas exactement le même calcul, il y a l'épargne immobilière en France, donc selon la défalque en France, on est à, on va dire, une dizaine, enfin 10% sur les bases comparables avec les États-Unis, mais bon, des comportements d'épargne qui sont pas les mêmes, du crédit, un appétit pour le crédit qui est pas le même, une détention action qui est dans les portefeuilles deux fois la détention en obligation. En Europe, ça va être l'inverse, à peu près. Et donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une demande récurrente, permanente sur les actions qu'on n'a pas chez nous. Ce qui fait qu'on a des comportements d'épargne qui sont le cycle de vie aux États-Unis, ça fonctionne bien, et ce qui fait qu'on a des courbes qui sont vraiment frappantes. Si on pouvait récupérer la courbe des price earnings et les ratios, ça c'est absolument extraordinaire. Et sur l'obligataire, je m'en étais jamais rendu compte. Grosso modo, c'est le ratio entre mon comportement et celui de mes stagiaires. Alors, est-ce que notre comportement, alors là, c'est une découverte de la lecture du papier, c'est est-ce qu'on notre génération, nous tous, est-ce qu'on est à ce point inflationniste, est-ce qu'on génère beaucoup de déficits budgétaires par rapport aux plus jeunes? Là, je suis preneur d'éclaircissement, mais c'est frappant. Ouais, donc pour ce qui est de l'Europe, qui est un vieux monde, et on pourrait parler du Japon aussi, le comportement vis-à-vis des marchés actions est pas du tout le même. Et je serais curieux de voir ces courbes en Europe. Je pense que ça marche un peu moins bien. Et ça amène à des comportements alors, est-ce qu'ils sont liés à la démographie? Est-ce que c'est parce que on est des pays vieillissants, ne serait-ce que par rapport aux États-Unis, qu'on est un peu plus risque averse? À voir. Est-ce que c'est l'âge lui-même qui rend les gens plus averses, ou c'est le processus? À voir. Ce qui est patent à mon avis quand même, c'est que pour ce qui est des épargnants européens, les motivations d'épargne, c'est de la prévoyance. On a une filiale qui s'appelle la Caisse nationale de prévoyance. C'est la page pub aussi. Mais donc c'est la préservation du pouvoir d'achat, c'est préservation du capital, éventuellement pour le transmettre. Ça veut dire une sensibilité au remboursement. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup moins d'actions. Même si les horizons peuvent être longs. Les actions, c'est à court terme très volatile, et à long terme, en fait, ça peut être volatile aussi, parce que si c'est pas, vous l'avez évoqué, c'est par phase. Ils sont dans une phase où, comme ce qu'on a en Europe depuis une dizaine d'années, où c'est très volatile, mais grosso modo, ça, le CAC est au même niveau qu'en 95-97, hors dividende. Si on est dans une phase comme ça, et alors qu'on est rentré plus haut, en termes d'épargne, c'est quand même gênant. Donc on comprend l'aversion pour le risque des investisseurs européens. Ça pose un problème en termes d'épargne. Il n'y a pas alignement d'intérêt entre les épargnants, qui ont une vision en fait assez courte et risque-averse, et les besoins de financement de l'économie. Et alors, je vais poursuivre et vous rejoindre. Les évolutions actuelles font que ces intérêts sont encore plus divergents. Ce qui pourrait combler le gap, ce sont les finances publiques, c'est la politique de l'État. Ils sont un peu contraints en ce moment.
ce qui pourrait combler le gap aussi, c'est de la part ça pourrait être la réglementation. Or, on prend exactement le chemin inverse. La réglementation, pour les banques, reviendra à prêter moins, prêter plus court et détenir moins de risques. Donc un des acteurs majeurs de ce qu'on appelle la transformation est en train de disparaître et il n'y a personne pour le remplacer. Et côté investisseur, eh ben oui, ce qui était les actifs soi-disant sans risque ont tendance à disparaître. Une obligation d'État, ça dépend desquels, mais devient extrêmement risqué. Alors l'actif, et ce qui fait qu'on se concentre sur maintenant quelques pays, et non, donc à savoir la France, l'Allemagne, la Hollande, ce genre de choses, mais non seulement sur ces pays-là, mais encore sur une maturité très courte. Donc on a déjà que la duration de l'épargne en France était assez, enfin, et en Europe est assez faible, elle se raccourcit d'autant plus. Vous avez tous entendu parler des dernières émissions du Trésor français sur maturité courte en taux négatif. En fait, bon, en tant que contribuable, on est ravi, mais ça envoie des messages qui sont hyper négatifs. Ça veut dire qu'on a peur de tout le reste. Ça veut dire qu'on a peur. C'est-à-dire que un trésorier d'entreprise en ce moment, il peut pas, ou nous épargnants, on va pas les prêter à l'Espagne, on va pas laisser l'argent à la banque, on va acheter, en fait, on loue un coffre-fort à Bercy. Et ça, en termes d'adéquation offre-demande de fonds prêtables et d'utilité pour l'économie, je ne vois pas comment ça peut être optimal. Et là, c'est un vrai problème. C'est que on parle des investisseurs de long terme. Le besoin de transformation est vraiment énorme et accru par ce qui se passe sur les dettes européennes, ce qui se passe sur la réglementation. On ne sait pas comment on peut résoudre ça. Et avec des populations vieillissantes en plus qui deviennent encore plus risque averses, ça risque de ne pas s'arranger. Merci beaucoup. Peut-être quelques réactions ? Oui, très rapidement, 2 petits points qui ont été dits ici. Il me semble que sur les données françaises, ça a peut-être été évoqué ce matin sur le débat épargne et vieillissement, mais je crois que les plus de 60 ans ou plus de 65 ans sont ceux qui, dans leur patrimoine en France, ont la plus grosse proportion d'actions. Ce qui est a priori paradoxal, mais c'est un paradoxe a priori, évidemment, puisque si on parle d'aversion pour le risque, on se dit, ah bon, mais alors quoi ? Et voilà. Bon, bref, c'est un vrai paradoxe. Ce sont les plus vieux et les épargnants les plus riches. Voilà, c'est... C'est un effet d'aversion au risque. Est-ce que c'est pas un effet d'aversion au risque par rapport à un stock de richesse ? Si j'ai un stock de richesse élevé, je peux avoir des actions. C'est un patrimoine élevé par an. Avoir des actions, je peux en avoir. Est-ce qu'il y a un effet comme ça, ou est-ce que on peut neutraliser cet effet-là ? Très possible qu'il y ait un effet comme ça. Et puis, il est probable également que se concentre en termes patrimonial une quantité importante de richesse chez les gens les plus âgés aussi. Donc, c'est une aversion marginale au risque, quoi, qui est peut-être. Alors, puisque j'ai la parole, j'en profite aussi pour ressurligner quelque chose, comme je l'ai fait ce matin, à propos de l'étude sur les actions et sur la part d'actions pour les investisseurs de long terme. On nous présente souvent des études sur les États-Unis, parce que c'est là où on a effectivement des périodes, on peut faire des études parce qu'on a des séries longues. En revanche, quid du cas du Japon, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, lorsqu'on faisait des projections de long terme, on disait le Japon, non, on met pas le Japon comme hypothèse de trajectoire parce que de toute façon c'est un autre monde. Je crois qu'aujourd'hui on peut plus raisonner comme ça. Et en plus c'est un pays qui a vieilli avant nous, qui connaît maintenant des trajectoires financières qui sont proches des nôtres. Et est-ce que on a des conséquences à tirer du cas japonais en termes d'allocation d'actifs ? On y reviendra peut-être au moment de la discussion. Oui, on écoute d'abord Thomas Bensenboum. Bon, alors merci. Alors je vais commencer. Ah oui, je sais pas si on peut. Juste avant la télé. Je sais si c'est la suite. Donc j'imagine que c'est la suite, c'est ça. Voilà. Bon. Alors en fait, c'est juste pour appuyer un peu ma présentation, mais elle sera assez brève. Le reste de la journée a été longue, car en fait, je vais avoir un point de vue assez extérieur pour le coup.
Donc je voulais juste faire cette petite remarque liminaire. J'espère que ma contribution pourra être intéressante, mais elle sera forcément un peu décalée, parce que je ne suis pas un financier. Je suis un macroéconomiste, enfin un économiste qui a déjà une tare, un macroéconomiste qui est encore pire. Mais donc j'aurai forcément un point de vue... Alors en fait, vous allez assez vite voir que je vais essayer de parler des choses que je comprends et sur lesquelles je me pose des questions. Ce sera un point de vue partial. J'espère bien qu'il ne soit pas partial. Et donc je m'interdirai de parler ce qui est assez présent dans la note de mon collègue Didier Follus des normes prudentielles. Ça, c'est des choses qui dépassent de loin mes compétences. Mais voilà, pourquoi pas en 5 minutes parler directement de ce qui, moi, m'a parlé. Alors oui, voilà. Alors en fait, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses dans cette note-là. Et donc moi, je m'intéresserai essentiellement au point 2. Le point 1, vous avez vu des données. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je ne suis pas un grand expert des données, donc il n'y a pas question pour moi de remettre en cause la validité, puis elles sont très parlantes. Le point 2, des éléments macroéconomiques de comportement, donc essayer de comprendre les choses. C'est du moins ce que je préfère, hein, ce qui est analytique. L'empirique, ça peut être intéressant. On y passera peut-être 2 minutes. Et puis alors la troisième partie, qui est sans aucun doute la plus intéressante, malheureusement, voilà, moi j'en parlerai peu, mais voilà, ça a déjà été abordé. Alors évidemment, moi, ce que j'aurais aimé, mais bon, c'est d'essayer d'avoir en sortie des analyses macroéconomiques, auxquelles il est fait allusion, c'est pas forcément l'objet de l'auteur d'en parler, d'avoir quelques conclusions, et en même temps, c'est pas évident, hein. Donc ce que je demande, c'est pas évident, puisque moi-même, je dirais que d'après ma connaissance, elles ne sont pas forcément très évidentes, et d'essayer de les lier ça avec des questions plus financières. Donc c'est un souhait, voilà, on pourra peut-être répondre à ça plus tard, lier complètement des considérations financières, macro-financières, à des problèmes réglementaires, et plus micro-financières, c'est quelque chose que... En tout cas, dans la présentation, ça apparaît, et évidemment, on aimerait aller plus loin. Alors en fait, vous allez voir, je vais prendre juste que 2-3 petits éléments sur lesquels je me suis posé des questions. Et d'ailleurs, en fait, il y en a un qui a déjà été mentionné à plusieurs reprises, donc ce sera un peu une redite, mais mon diaporama est là pour montrer que je l'avais préparé avant. Et donc, les prévisions alors, je dis taux d'intérêt ou rentabilité, hein, donc le fameux PER, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas plus la finance que moi, c'est l'inverse d'une rentabilité. C'est le prix sur, alors, soit les dividendes versés, soit ce qui pourrait être versé, les bénéfices. Le lien entre ça et un indicateur démographique d'une part, et pour l'autre marché, le lien entre le vrai rendement obligataire, donc ça si j'ai bien compris, un vrai indice de rendement, et un autre indice démographique. Voilà. Alors évidemment, moi qui aime bien me poser des questions, qui suis absolument nul en économétrie, en empirique, mais qui aime essayer de comprendre, quand j'ai vu ces courbes, ça m'a frappé. Je me suis dit, mince, il y a forcément quelque chose à comprendre. Mais en même temps, je me suis dit, c'est trop beau. Parce que l'effet stylisé qu'on a en macroéconomie, c'est quand les courbes ne diffèrent pas trop et qu'il n'y en a pas une qui est complètement croissante et l'autre décroissante, on est déjà content. Alors quand ça correspond comme ça, on doit être naturellement méfiant, excusez-nous, mais on n'est forcément pas suspicieux, mais on aimerait voir ce qu'il y a derrière. Donc, quel mécanisme économique pourrait être à l'origine de ce lien ? Est-on sûr, alors évidemment c'est une question facile, que ce n'est pas qu'une coïncidence, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière qui dirigerait tout ça ? Alors ces questions sont faciles, puisque je n'ai pas forcément beaucoup d'éléments de réponse pour l'instant. Alors oui, alors d'abord, en fait, j'aurais plus de questions que de réponses, hein, excusez-moi, mais en fait je suis surtout là pour poser des questions. Alors, oui, alors il y a donc un lien entre la démographie et un taux d'intérêt, un rendement obligataire, d'une part, et la démographie et un rendement des actions d'autre part. Et dans un cas, on s'intéresse à la proportion, alors il y a toujours les actifs mûrs, hein, c'est-à-dire ceux qui épargnent, quoi, 40, 50 ans, alors soit par rapport à Y, les young, les jeunes, je pense que c'est les 20, 29 ans si je ne m'abuse, et soit les 60 mères, je pense. Alors évidemment, je me suis dit, d'abord les courbes, alors en fait je les ai reproduites, donc elles sont peut-être pas très belles parce que c'est un affreux copier-coller, mais on voit que ça marche très bien, donc forcément on se pose des questions. Et donc là, donc MO c'est le ratio entre les cadras et les retraités, si vous voulez, et par rapport à quelque chose qui est l'inverse d'une rentabilité. Et donc quand le ratio, alors celui-là je pense qu'il marche bien, hein, je vais essayer de faire ça sans ma diapo, on l'explique assez bien. Quand le ratio monte, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'épargnants par rapport à ceux qui devraient désépargner. Donc, qui vont de plus en plus acheter un grand nombre d'actifs. Et s'ils vérifient les postulats de la théorie économique, ils vont entre autres acheter des actions. Si l'effet horizon, parce qu'ils sont assez loin de la date à laquelle ils estiment qu'ils partiront à la retraite. Et donc, un mécanisme de marché tout bête fait que la rentabilité diminuera. Donc, PER s'élèvera. Là, je comprends bien. C'est par exemple le fait que voilà, ça monte de 84 à 97. Alors, avec les deux ordinateurs. Pour l'autre, j'ai plus de mal. Alors,
je suis quand même allé voir ces articles, je ne suis pas spécialiste, et les économètres, je ne les ai peut-être pas assez lus, ils essayent effectivement de justifier. Alors, s'intéresser aux actifs mûrs et aux retraités pour s'intéresser aux actions, ça a un sens, puisque si les jeunes de 20 ans n'ont pas d'actions, ils risquent de ne pas avoir beaucoup de comportement en termes de demande ou d'achat, ou encore moins de vente d'actions. Et on comprend aussi bien que du coup, on s'intéresse à un taux d'intérêt. Alors, le macroéconomiste que je suis va dire un taux d'intérêt, c'est un taux prêteur, ou pour certains, emprunteur pour d'autres. Et si on estime qu'il y a des corrélations, peut-être là je vais un peu trop loin, entre les taux obligataires et les taux auxquels tout un chacun peut s'endetter, ça peut ressembler aux taux auxquels les agents peuvent s'endetter. Et s'intéresser aux actifs mûrs par rapport aux jeunes, je me suis dit ça peut être intéressant pour voir dans quelle mesure les jeunes ont accès au crédit pour se financer leurs études, pour acheter un logement ou que sais-je. Et là, voilà, alors là j'ai moins bien... Enfin, mon explication à nouveau naïve, hein, simple, elle fonctionne un peu moins bien, puisque lorsque ce ratio, le ratio MY, lorsqu'il diminue, ça veut bien dire qu'il y a de plus en plus de jeunes par rapport aux personnes d'âge mûr, donc on s'attendrait à ce qu'ils veulent s'endetter de plus en plus et emprunter à leur banquier. Et les taux obligataires, alors la corrélation n'est pas forcément positive, mais les taux diminuent. Donc, est-ce que... normalement, s'ils sont plus nombreux à se présenter à leur banquier, les taux devraient s'élever. Ou alors, évidemment, il peut y avoir complètement autre chose qui l'explique. Voilà. Donc, je reste un peu sur ma faim, puisqu'avec des courbes qui semblent miraculeuses, il y a un raisonnement, dans un premier cas, qui me parle, et dans l'autre cas, qui fonctionne un peu moins bien, mais bon, il y a sûrement plein de choses qui manquent. Voilà, c'est assez naïf, hein, c'est un peu comme... il y a des calculs de coins de table, ça, c'est des raisonnements de coins de nappe, hein, de coins de table. Alors oui, ça a déjà été dit par des gens nettement plus spécialistes que moi. Les estimations à la fois du rendement moyen des actions et puis de la volatilité et de la persistance des chocs. S'il y a un choc négatif, dans combien de temps on peut estimer que la rentabilité va à peu près revenir à quelque chose de normal? Est-ce que ces évaluations empiriques ont été beaucoup modifiées par l'expérience des 10-12 dernières années? Alors c'est une question de néophyte. Est-ce qu'il y a des nouvelles évaluations? Oui ou non? Est-ce qu'on n'a peut-être simplement pas les données? Enfin, bref, j'en sais rien. Et est-ce que ça remet un peu en cause l'effet d'horizon temporel, parce que c'est pas du tout neutre hein, pour un agent qui va épargner sur le cycle de vie. S'il est à peu près sûr qu'en 6-8 ans, il retombera sur ses pieds, ça va. S'il lui faut 25 ou 30 ans, s'il se met à épargner à 35 ans, il peut se poser beaucoup de questions. Voilà. Et donc, dans quelle mesure ça remet en cause la théorie du choix de portefeuille sur le cycle de vie? La chose la plus radicale serait de dire que quelqu'un qui est très averse au risque épargnera beaucoup moins en actions. Alors après... Parce que du coup, il sera encore plus précautionneux quand il sera à quinca qu'avant. C'est pas très clair pour moi, mais voilà. Et alors enfin, je finirai juste là-dessus pour essayer de ne pas prendre trop de temps. La partie qui, moi, m'a parlé le plus, mais vous voyez, hein, j'ai fait en sorte de ne pas parler que de ça, c'est évidemment les modèles macroéconomiques en général et de cycle de vie en particulier, dont par exemple le modèle ingénu. Alors, je ne sais pas si l'auteur peut, bon bref, c'est une question comme ça, un peu à la débeauté, mais il a déjà plein de questions auxquelles il pourra répondre ou pas. Enfin, nous en dire un peu plus, puisqu'en fait, l'économiste que je suis reste un peu sur sa fin. Les salles graphiques presque qu'on voyait au produit d'Ingénus, c'est des projections démographiques. Donc c'est pas vraiment ce que les économistes disent. Et donc, je sais vraiment pas en tête quelles sont les projections d'Ingénus, du modèle Ingénus sur l'évolution de l'épargne des ménages. Est-ce que vraiment on pense qu'ils vont épargner de moins en moins, parce que c'est ce qui est un peu suggéré. Et puis, est-ce qu'on peut en tenir compte d'autres choses? Donc, j'ai fait un peu des recherches sur des modèles proches de ceux que j'utilise, moi, où on s'intéresse et au cycle de vie et à d'autres caractéristiques, des chocs sur le revenu des agents, voilà, et essayer de détailler avec un peu de finesse ces comportements. Et j'ai trouvé un article, donc c'était l'occasion pour moi de m'y replonger, de Kruger et Ludwig, qui mènent des analyses que seuls des théoriciens qui simulent des modèles peuvent faire. Donc ils construisent la belle pyramide des âges, des beaux comportements microfondés. C'est-à-dire qu'ils expliquent pourquoi les agents se mettent à épargner, en supposant évidemment qu'ils respectent les postulats microéconomiques de base. Ça c'est évidemment le point de départ qui est évidemment discutable. Mais, et en plus ils tiennent compte de la pyramide des âges qui peut être heurtée, enfin, de la vraie en fait. Et puis alors pour leur projection pour le futur, je crois qu'en fait ils pensent que ça va forcément être lisse. Puisqu'elle ne sera peut-être pas lisse dans le futur, mais difficile de prévoir quelle guerre thermonucléaire ou que sais-je modifiera la pyramide des âges. Donc on ne sait pas. Donc évidemment, on n'est peut-être pas bon, mais en moyenne, on n'a pas de raison d'avoir tout à fait tort. Et ce qu'ils peuvent faire comme expérience contrefactuelle, c'est ça ce que seuls les théoriciens peuvent faire, c'est simuler la situation de départ avec une pyramide des âges qui aujourd'hui serait déjà lisse. Pas que ce qu'on va projeter dans le futur, qui est le mieux qu'on puisse faire, quelque chose de lisse, mais aussi quelque chose provenant du passé, en faisant en faisant comme s'il n'y avait pas eu les guerres mondiales, etc. Et ils arrivent à un résultat que moi, très, très modestement, avec quelqu'un qui m'a beaucoup appris, avec Pierre Yvénin, j'ai pu travailler dessus il y a une petite dizaine d'années,
au moment de la réforme des Fillon, entre autres, c'est qu'en fait, il y a des effets non stationnaires liés au fait que la pyramide des âges est très heurtée, qui sont très forts, qui durent 20, 30, 40 ans. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux effets de long terme, évidemment qu'il faut, mais qu'il faut essayer de sous-peser les effets, alors au regard par exemple d'une grande variable, comme par exemple l'évolution du taux d'intérêt. Ça peut sembler très réducteur de s'intéresser qu'à une grandeur macro, mais on peut difficilement prendre tout en compte. Et voir qu'est-ce qui se passerait si on simule l'évolution du taux d'intérêt avec l'économie réelle et en tenant compte du vieillissement, d'une part, la vraie vie si vous voulez, et puis avec le vieillissement projeté, mais en prenant une pyramide des âges qui serait épurée, est-ce que les résultats seraient très différents? Et comme ils le sont, ça veut dire qu'il y a des effets liés simplement à la pyramide des âges qui semblent déjà très très forts. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas tenir compte du vieillissement, il faut, mais l'explication du vieillissement, c'est au mieux, d'après cette étude-là, hein, on peut la discuter, c'est au mieux la moitié des effets, si je ne m'abuse. En tout cas sur le taux d'intérêt. Hein. Et évidemment, ça ne doit pas nous empêcher de faire des raisonnements sur le vieillissement, puisqu'on ne peut pas prévoir dans quelle mesure la pyramide des âges futurs sera heurtée. Donc en fait, vous voyez, hein, les macroéconomistes ont quand même cette honnêteté de se tirer un peu une balle dans le pied, puisqu'avec ces modèles-ci, on se rend compte que l'output, ce que peuvent sortir de ces modèles macro, c'est d'abord beaucoup de précautions, de prudence, et de se rendre compte qu'il y a un grand nombre de phénomènes liés notamment à la pyramide des âges qui risquent de compter beaucoup, et pas uniquement le pur effet vieillissement. Voilà. Donc ça fait plein de questions, répondez à ce que vous souhaitez. Merci beaucoup. Il va être difficile de répondre à toutes ces séries de questions, ça c'est sûr. Il y a un élément qui me semble assez important, c'est qu'il a été question plusieurs fois d'aversion pour le risque, de savoir si l'expérience récente de la dizaine d'années écoulées dans les marchés, et si j'oserais pas dire écroulé dans les marchés, mais c'est pas loin, a changé les choses. Oui, je pense qu'il faut parler beaucoup plus aujourd'hui d'incertitude que de risque. Voilà, c'est-à-dire que ça veut dire aussi que toutes les modélisations qui fonctionnent avec des notions d'utilité, avec des coefficients d'inversion d'Odin, etc., je crains que dans les temps récents, ça ait de grosses limites, parce que le témoignage de effectivement l'État français ou l'État allemand et quelques autres qui peuvent émettre à taux négatif, c'est-à-dire qui sont des coffres-forts pour des gens absolument perdus, ne sachant plus où mettre le cash, en clair. Les gens en question, ce sont les institutionnels, très clairement. Le fait que les particuliers ne sachent plus non plus quoi faire et dispersent leurs avoirs sur plusieurs banques, là où à une époque on pouvait avoir confiance dans une banque, tout ça témoigne d'une notion d'incertitude qui prend le pas sur la notion de risque. Et quelque modélisation que ce soit est en grande difficulté, je crois, à partir de là. C'est un peu général comme réponse, mais je m'appuie quand même sur du concret de tous les jours. Enfin, je sais pas si... Oui, pour ce qui est des modèles, ce qu'on a vu, c'est que tous les scénarios de stress ou scénarios extrêmes se réalisent. Donc on est obligé de travailler sur d'autres scénarios de stress. Donc si on doit allouer du capital à du risque, on en alloue davantage, pour les raisons prudentielles, et c'est autant de capital qui ne va pas dans l'économie. Donc oui, ça a un effet gigantesque. Monsieur ? Je m'appelle Helmut Reisen, je suis à l'OCDE et j'ai un sentiment de déjà-vu, une analyse fascinante parce que j'avais publié il y a 20 ans sur le même sujet. D'ailleurs, il y a toujours un livre qu'on peut acheter, Pension Savings and Capital Flows, qui est paru en 2000 là-dessus. Mais à l'époque, on a démarré sous l'espoir qui était un peu nourri par la City de Londres, qu'on pourrait battre la démographie en investissant dans les pays émergents par les investissements de portefeuille. Et finalement, on est tombé sur 4 questions. La première, qui est dans votre présentation, c'est le ratio MO. Le ratio MO, normalement, il est couvert par la Life Cycle Hypothesis. Or, la Life Cycle Hypothesis, on a trouvé une confirmation empirique seulement dans un pays, les États-Unis. Dans tous les autres pays, ça ne fonctionne pas, parce que les vieux font l'épargne. Ça fait quand même le quart de l'économie mondiale, tout n'est pas perdu. D'accord, mais c'est en train de rétrécir, relativement. Le deuxième, c'était que les investissements directs avaient fait le boulot. Aujourd'hui, on peut investir, disons, dans une entreprise comme Nestlé,
elle se nourrit, elle nourrit ses profits par les pays émergents sur côté production et côté vente. Donc, c'est plus nécessaire de s'aventurer dans des bourses moins bien régulées, etc., dans les bourses émergentes, parce qu'on peut acheter Nestlé. Ensuite, la corrélation pays industrialisés et pays émergents, je crois qu'elle est maintenant désormais 1. Donc, les variations qu'on peut faire par les investissements extérieurs dans les pays émergents, les gains de diversification, ils se sont diminués quand même d'une manière assez importante dans les dernières 10 ans, 15 ans. Et finalement, la profitabilité des entreprises. Jusqu'alors, la profitabilité de nos entreprises reste beaucoup plus élevée que la profitabilité des entreprises des pays émergents. Donc, la croissance, la démographie et tout ça se transfère pas vraiment dans des returns supérieurs qu'on pourrait faire en investissant dans les pays émergents. Je suis très intéressé à vos perspectives là-dessus. Il y avait également la question de Yann Tempero sur l'exemple, le cas du Japon, qu'on garde en tête. Une autre question peut-être ? Madame ? Oui, on a vu vous avez expliqué la modification du comportement des investisseurs institutionnels du fait des évolutions de la réglementation, donc BAL 3 pour les banques et Solvency II donc pour les sociétés d'assurance et les mutuelles. Est-ce qu'il y a, au niveau individuel, est-ce que vous avez pu prendre en compte un effet des évolutions de la fiscalité sur le comportement des acteurs, et notamment en termes de rendement? Est-ce que quand on regarde le rendement des actions, c'est macroéconomique, c'est-à-dire on regarde les évolutions des courbes, ou est-ce qu'on regarde pour un investisseur privé, c'est-à-dire en prenant en compte les frais de transaction, les coûts de détention du portefeuille et les effets fiscaux? Alors, pas dans ce qui a été fait là. Hein. Dans les analyses qui sont proposées ici, il n'y a pas de prise en compte de frais de transaction ou de coûts de transaction. Ce sont des données brutes, donc ce sont des rentabilités brutes, avec ou sans dividendes, mais voilà, c'est pas plus que ça, hein, de toute façon. Donc la fiscalité, pour tenter une réponse sur l'impact de la fiscalité sur les comportements, c'est difficile à dire, parce que la fiscalité, elle peut à la fois encourager la thésaurisation, c'est-à-dire l'investissement dans des actifs qui ne génèrent pas de capital fixe, quelque part. Or, c'est ce capital fixe dont on a besoin pour financer la demande sociale de demain, c'est-à-dire des compensations, travail, retraite, santé, etc., généreuses, en clair. Et c'est tout le problème de ces réglementations Alors effectivement, quand vous avez une fiscalité qui incite à aller sur des produits du type livrer ceci ou livrer cela, vous allez exactement à l'encontre des besoins économiques qu'on a pour financer... bon voilà, on connaît tous le sujet. Mais la fiscalité, pour prendre le cas français, elle a aussi un peu favorisé le capital investissement à travers des fonds ouverts au public, même si pas très largement diffusés, des FCPI, des FIP, des choses comme ça qu'on connaît en France. Et on n'est pas le seul pays à le faire. Donc c'est toujours à double tranchant, parce qu'on rentre après dans le grand débat sur les niches fiscales, justifiées, pas justifiées, souhaitables, pas souhaitables. Bon, c'était pas vraiment notre sujet ici. Pour essayer d'aller un petit peu dans votre sens, hein, sur les thèmes surtout de la corrélation qui était finalement assez faible entre les émergents et les pays développés il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, quelque chose comme ça, et qui est plus faible aujourd'hui, c'est absolument inévitable. Et ça vient du fait qu'il y a aujourd'hui dans le concert des nations à peu près 2,5 milliards de personnes qui n'y étaient pas il y a 20 ans. Je veux dire par là, vous mettez les Chinois, les Indiens, des Brésiliens, un peu d'Amérique du Sud, et voilà. En gros, je résume beaucoup. Vous avez là des gens qui ont développé des économies, qui ont gagné beaucoup en liberté, et on va dire en degré démocratique, même si c'est loin d'être partout parfait, on est bien d'accord. Et à partir de là, qui ont développé des économies, et ils sont en compétition avec nous aujourd'hui, et nous avec eux. Et bon, oui, alors je pense que c'est un facteur qui explique beaucoup la baisse plutôt l'augmentation des corrélations positives. Enfin,
je crois. Et donc effectivement, tout ce que vous avez, je rejoins à peu près. Hein, voilà. Et je crois qu'il y avait une question sur l'exemple japonais. Hein, c'est ça. Effectivement, quand on regarde les projections démographiques des modèles, le Japon, c'est celui qui vieillit en premier. Hein, dans les développés. Et en même temps, si on veut faire le lien avec les comportements des investisseurs, ben, vous avez des comportements qui sont très nationaux, finalement. C'est assez typique du Japon. Alors que nous, Européens, on a des comportements qui sont assez fortement guidés par l'extérieur aussi. Je prendrai juste un exemple. Hein. L'État français est financé à peu près à hauteur des 2/3, plus ou moins, par l'extérieur des non-résidents. C'est absolument pas le cas des Japonais. Juste cet exemple-là. Ça explique beaucoup de différences. Voilà. Alors maintenant, quel est notre avenir à nous? J'espère qu'il n'est pas japonais. Parce que sinon, il va falloir faire une croix plus vite que prévu et plus fort que prévu sur notre demande sociale de couverture tous azimuts, très rapidement. Je ne vois pas d'autre solution, parce que sinon, il y aura des soupes populaires dans les rues si on continue à ce rythme-là. Il va falloir faire des choix. Je crois d'ailleurs que le gouvernement actuel, comme le précédent, ont commencé à faire des choix. Simplement, politiquement, c'est pas facile de les faire passer, ces choix. Ils sont pas populaires. Hein. Quel type de choix? Ben, nous rendre... je vais reprendre des mots qui sont tellement tarte à la crème que j'ose pas, mais il faut qu'on soit plus compétitif, très clairement. Ça veut dire aussi bien favoriser le travail des seniors, par exemple, favoriser le travail tout court. C'est pas ce qu'on a fait depuis 30 ou 40 ans, très objectivement. Donc il va falloir reculer sur ce qu'on ose appeler, nous, des acquis sociaux, qui sont, dans un premier temps, des acquis sociaux, mais qui, je crois, deviennent des catastrophes sociales à l'arrivée. Et quel gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, peut se permettre de dire un truc comme ça, et après de le faire? Alors le faire, il va falloir le faire. Le dire, je ne sais pas comment on parle de ça. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire sans le dire. Parce que celui qui le dit sans le faire, à la limite... il va occuper les plateaux télé quelque temps et puis il va nous amuser beaucoup. Mais voilà, je crois que le vrai sujet, c'est dans l'autre sens. Je vois une dernière question dans la salle. Oui, une remarque sur l'incidence de la réglementation pour les institutionnels. D'abord, je pense qu'elle s'applique déjà, même si les textes sont reportés en application au moins, parce que s'agissant d'investissement à long terme, les investisseurs institutionnels sont amenés d'ores et déjà à adapter leur politique d'investissement. Donc elle s'applique déjà. Deuxièmement, c'est un peu en maniant un peu le paradoxe, il y a deux aspects dans cette réglementation. Il y a un aspect qui, pour moi, tente à favoriser quand même la détention d'actifs de dette gouvernementale, ce qui, par les temps qui courent, peut s'expliquer que l'État cherche à capter à son profit une partie de l'épargne. Et il y a un deuxième aspect qui est effectivement un modèle qui se veut, entre guillemets, sans risque, hein, globalement, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et j'aurais tendance à dire, à titre un petit peu paradoxal, mais que c'est peut-être l'existence de cette réglementation, c'est peut-être, ou de ce projet de réglementation, c'est peut-être la conséquence justement du vieillissement de nos économies européennes, parce que c'est quand même une pression globale et une attitude politique pour essayer de défendre un modèle sans risque. Et c'est peut-être la conséquence principale du vieillissement européen de rechercher des modèles de gestion d'actifs sans risque. Alors c'est très difficile de répondre à cette question-là, mais en tout cas, si vous voulez, le sans risque n'existant pas dans la nature, et pas plus dans l'économie qu'ailleurs, il est extrêmement délicat d'arriver à offrir au public, tout public confondu, des contrats sans risque vis-à-vis de son banquier, de son assureur, de sa caisse de retraite, de je ne sais pas quoi encore, alors que ceux-là même investissent dans des actifs par définition risqués. Voilà. Quant au fait effectivement que par les temps qui courent, on a une espèce de, entre guillemets, renationalisation des dettes publiques, en ce sens que les institutionnels nationaux achètent de la dette locale plus qu'ils ne le firent dans un passé finalement assez récent, ça c'est de nature à aller à l'encontre de la notion de diversification internationale qui est l'intérêt bien compris d'une épargne, donc c'est pas très souhaitable à moyen long terme. Et deuxièmement, c'est de nature à renforcer l'aléa moral dont nous sommes victimes tous depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire que les taux de financement bas, parce que énormément de liquidités sont drainées vers les emprunts d'État, sont de nature à inciter les gouvernements, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, à ne pas faire les réformes. Et ça, c'est de l'aléa moral. Et ça n'est pas souhaitable. Je dis que c'était souhaitable, mais je pense que c'est la conséquence. C'est une conséquence. Je
Juste une remarque. Si on diversifie géographiquement, on va aller grosso modo en Asie et en Chine. Je regarde ce que font les Chinois. Eux, ils diversifient géographiquement, ils viennent acheter chez nous. Est-ce qu'on veut les laisser faire? Je ne sais pas. Oui, l'État français se finance à 63%, là, c'est le dernier stat, à l'étranger. Il se finance donc par mes pairs. Je les connais. Je sais comment on réagit. Et je sais qu'on vote de manière très moutonnière avec nos pieds et on peut sortir d'un pays très très rapidement. C'est certainement pas souhaitable non plus pour une économie de voir tout d'un coup, comme en Espagne, des dizaines de pourcents de détention sortir en quelques mois. Donc renationaliser ou redomestiquer, on va appeler ça comme on veut. Quand on a atteint des sommets comme on a en France, je pense personnellement que ça a une certaine valeur. Excuse-moi, je ne comprends pas. Je trouve un peu rapide sur ce sujet. Ouais. La renationalisation de la dette publique française, elle est très peu nationale. Très peu. Donc, c'est quoi renationaliser? Je trouve que c'est des mots employés. La dette, non, mais on parle de la dette publique. La dette publique est détenue à 63% par des non-résidents. Oui. Et on essaye, alors, même au niveau européen, on voit qu'on a des vrais problèmes entre nous à se mettre d'accord. Je vois pas même au sein de la zone euro, une balance courante à peu près stable, on n'arrive même pas à faire les transferts entre nous. Et si on doit finalement aller donc on n'a pas besoin de l'épargne des non-résidents, enfin hors zone euro. Et tout ce que je dis, c'est que donc on n'a pas besoin de cet argent, on l'a en Europe. Par contre, s'ils viennent, alors c'est pas c'est pas des philanthropes, hein. C'est pour du rendement, mais c'est peut-être pas le meilleur endroit. 2, pour des raisons de prise de pouvoir dans les entreprises, prise de pouvoir sur les économies, les machins, ou les brevets. Bon, ça, il y a un aspect éco. Et ensuite, je dis en termes de volatilité, ils viennent petit à petit et ils sortent rapidement. Et ça peut être extrêmement dommageable. Je peux dire un mot? Je sais pas. Oui, moi, je me posais la question de savoir si, en réalité, au fond, s'il n'y a plus de confiance, si on est dans cette situation de recherche éperdue de l'actif sans risque qui n'existe plus, c'est pas aussi très très lié à l'irrationalité de nos politiques économiques. Ce qui vient d'être dit, moi, me terrifie d'une certaine manière, parce que en réalité, la recherche simultanée des excédents dans l'ensemble de nos pays conduit nécessairement au contraire de ce qu'on vit, c'est-à-dire à la réduction continue de la croissance, à la montée du chômage, et pour le coup, le retrait de la protection sociale, c'est une conséquence. Et c'est pas du tout en allant plus loin dans cette direction qu'on va s'en sortir. Et moi, il me semble que les marchés sont parfaitement rationnels, ils répondent rationnellement à l'irrationalité de nos gouvernements. L'allocation géographique de la détention et la politique budgétaire et la rigueur et là où on va en termes de sol budgétaire sont deux choses différentes. Mais je pense que les marchés non, ils n'ont pas tous compris. Ça dépend des jours. Que plus de rigueur, c'est en fait c'est une saignée du temps de Diafoirus. Mais il y a des jours où ils comprennent ça. En ce moment, non. L'Espagne annonce 3 points de TVA en plus et le rendement de l'Espagne baisse de 25 points de base aujourd'hui. Ils vont comprendre très très vite que ça va faire des chômeurs supplémentaires en Espagne et des chômeurs supplémentaires en France et finalement en Allemagne et partout. Et donc je veux dire, ils ne sont pas. Bon, on arrête là pour le moment et puis on termine avec la dernière question. Non, je trouve que c'est d'abord, je m'incline devant le talent des uns et des autres. Je trouve que c'est des sujets qui sont quand même très délicats et qu'il faut éviter des formules trop rapides sur les sujets. Mais on est entre nous. Non, mais même entre nous. Même entre nous, on peut être très sérieux. Il faut être plus personne aussi aujourd'hui ne sait ce que aujourd'hui personne ne sait ce qu'est un actif sans risque. Personne. Si on prend la dette publique, puisque vous êtes l'expert, et comme vous l'avez rappelé, 63% est entre des mains de non-résidents,
est-ce qu'on peut raisonner rationnellement sur le fait de savoir si c'est une bonne chose d'essayer d'augmenter cette part de la part des résidents français ou non? Moi, intuitivement, mais tout ça est quand même il faut être très prudent dans ces affaires-là. Et je veux dire, manier les mots avec beaucoup de prudence. Il me paraît que oui, évidemment. Et que l'intérêt bien compris de zones géographiques, il se trouve qu'il y a des zones géographiques qui s'appellent l'Espagne, la France, c'est comme ça. On ne va pas le changer du jour au lendemain. C'est plutôt d'essayer d'éviter que les dettes aujourd'hui non maîtrisées, confrontées à des politiques assez erratiques, dans un espèce d'univers qui est quand même au niveau mondial totalement irrationnel, essayer de mettre un tout petit peu de raison, de calmer le jeu en fait. Donc c'est comme ça que je le vois. Pour ça que quand tu dis l'allocation optimale aujourd'hui des actifs, c'est quand même, étant dans une société qui a une banque qui essaie de le faire, je regarde ça avec une certaine distanciation. Aujourd'hui, qui peut dire aujourd'hui ce qu'est une allocation optimale et la gestion optimale des actifs? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je trouve qu'il faut beaucoup de prudence et de modestie dans la période, essayer de faire remonter des raisonnements d'économistes que nous sommes, tous, c'est-à-dire essayer de remettre un peu d'économie réelle dans le sujet et d'essayer d'éviter qu'on aille complètement dans le mur. Voilà, c'est juste ça ma réaction. Je trouvais qu'on employait des mots qui avaient un sens il y a 4-5 ans, qui au jour d'aujourd'hui, 11 juillet 2012, paraissent un tout petit peu curieux. Ça fera conclusion. Oui, ça va faire la conclusion parce qu'il nous reste encore un sujet. Je crois, c'est ça. Ô combien brûlant à traiter en cette fin de journée, qui est le financement de la protection sociale.